Le débarquement. En mai 1943, au cours de la conférence Trident à Washington, Churchill et Roosevelt s'accordèrent sur la date du 1er mai 1944 pour le lancement de l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement en Europe, et ainsi lancer l'offensive que Churchill, dans une des petites phrases dont il avait le secret, qualifiait de « la plus grande chose que nous n'ayons jamais tentée ». Opération Boléro fut le nom de code donné à la montée en puissance en hommes et en matériel en Angleterre, en prévision du débarquement. Elle avait commencé pratiquement aussitôt l'entrée en guerre des Américains, mais les succès des meutes de sous-marins allemands qui traquaient les convois alliés avaient menacé un temps les approvisionnements pour la Grande-Bretagne. En mars 1943, l'offensive sous-marine allemande avait déjà envoyé par le fond 875 000 tonnes de navires alliés. Mais en mai 1943, le sort de la bataille de l'Atlantique tourna. Dans ce seul mois, la marine allemande perdit 38 sous-marins face aux navires alliés et aux avions utilisant des radars à ondes centimétriques. Un développement de l'invention de Watson Watt qui avait déjà rendu service pendant la bataille d'Angleterre. Finalement, le 24 mai, l'amiral Dönitz abandonna les opérations dans l'Atlantique. À partir de ce moment-là, le rassemblement en Angleterre des hommes et de leurs armes ne fit que s'accélérer. Les avions, les navires de guerre, les barges de débarquement, les navires d'approvisionnement, les soldats, les marins, les aviateurs, les chars, les transports de troupes, les canons automoteurs, les jeeps, les camions, les munitions, tout ce qui était indispensable pour l'opération du débarquement arrivait en Angleterre à un rythme soutenu. L'objectif immédiat d'Overlord était de faire débarquer sur les côtes européennes de façon coordonnée en 2 jours, 8 divisions sur 5 plages, avec pour mission de tenir une tête de pont d'une profondeur d'environ 15 km. Ensuite, une force de 21 divisions, 25 jours après l'assaut initial, devait tenir une zone comprenant Cherbourg, Caumont, Vire et Avranches avant d'avancer en direction de la Seine puis vers l'Allemagne. Ce devait être la plus importante opération amphibie de la guerre en Europe, la plus grande manœuvre de l'histoire. En Allemagne, la stratégie d'Hitler accordait une importance capitale au front Est. En dehors de la doctrine de l'espace vital, l'Est devait devenir la source des approvisionnements en matières premières, indispensables pour poursuivre les combats et permettre le développement des armes devant être décisives, comme les fusées V1 et V2, les chasseurs à réaction Messerschmitt et les nouveaux sous-marins rapides construits pour l'amiral Dönitz. C'est donc à l'Est qu'étaient expédiées les meilleures troupes, laissant à l'Ouest les divisions de moins bonne réputation. Être affecté à une unité de la côte Ouest était le souhait de tous les soldats de la Wehrmacht engagés sur le front russe. Du nord de la Norvège jusqu'à Bordeaux et près des côtes méridionales françaises, les défenses étaient tenues par des soldats revenus de leurs affectations en Russie et par les enfants des officiels nazis pistonnés pour éviter les plus durs combats. Paris était une destination prisée pour les permissionnaires. Et même alors que la situation à l'Est empirait, de nouvelles divisions constituées des meilleurs hommes étaient créées et envoyées sur le front russe. Au cours de la conférence de guerre du 30 octobre 1943, von Rundstedt et Jodl persuadèrent le Führer qu'un débarquement en France au printemps 1944 était inévitable et qu'il fallait renforcer les défenses en détournant certaines unités prévues au départ pour le front Est. Convaincu qu'un débarquement en France serait une bataille décisive, Hitler rappela Rommel d'Italie pour qu'il prenne en charge le mur de l'Atlantique. Pendant 6 semaines, Rommel parcourut la côte du nord du Danemark jusqu'au Cotentin pour organiser et améliorer les défenses. Des bunkers en béton et des casemates furent construits pour abriter des canons anti-chars, des pièges creusés dans le sable et recouverts, des poteaux munis de mines plantées pour affleurer la surface de l'eau à marée haute, car tout le monde pensait qu'un débarquement serait forcément planifié pour survenir à marée haute.
Des défenses contre les parachutistes ont été aussi érigées et des chars Panther de premier modèle enterrés pour servir d'artillerie. Mais même avec cette activité frénétique, d'immenses zones de la côte étaient laissées dangereusement sans défense. Rommel commença ensuite à mettre en œuvre le plus controversé de ses concepts tactiques de défense. Il était convaincu que tout débarquement devait être contré immédiatement et de façon décisive directement sur les plages, ce qui pouvait seulement être envisagé si les divisions blindées étaient stationnées à proximité immédiate de la tête de pont. Rundstedt avait démontré la nécessité d'une réponse flexible qui exigeait de maintenir les Panzers en retrait comme une puissante réserve mobile. Ce débat entre les deux tacticiens fut résolu par un compromis qui, en fait, avait les défauts des deux options sans avoir aucune de leurs qualités. Le haut commandement allemand avait deviné le moment prévu pour le débarquement, mais se trompait totalement sur son emplacement. Hitler, à de nombreuses reprises, avait dit à ses généraux qu'il était convaincu que le débarquement aurait lieu en Normandie ou en Bretagne. Il en avait été persuadé par des documents qui avaient été découverts chez l'ambassadeur britannique en Turquie, photographiés par l'agent allemand Cicéron. Ces généraux, en revanche, étaient absolument convaincus que la flotte de débarquement emprunterait la route la plus courte, c'est-à-dire celle du Pas-de-Calais. Dans tous les cas, les ressources allaient être éparpillées. Dans la région de Calais, les divisions de la 15e armée devaient tenir un front de 80 km et en Normandie, celle de la 7e d'environ 160. L'incertitude et la confusion qui régnaient dans le haut commandement allemand étaient largement liées au succès des plans alliés pour tromper leur adversaire. L'un des éléments de cette confusion est le succès du plan allié Fortitude Nord et Sud. Ces deux opérations avaient pour but la création, à une large échelle, de deux fausses armées d'invasion, l'une basée au centre de l'Écosse et menaçant l'Europe du Nord, et l'autre au sud-est de l'Angleterre, menaçant directement le Pas-de-Calais. C'est surtout cette dernière armée fantôme qui fut la plus efficace. D'immenses efforts furent faits pour s'assurer que les agences de renseignement allemandes soient convaincues de son existence. Placé sous le commandement du général Patton et de tout un état-major, le premier groupe d'armées US reçut une dotation complète de divisions blindées, d'infanterie, d'hôpitaux de campagne, de moyens de communication et de bataillons du génie entièrement équipés de véhicules en bois, de faux baraquements et d'un faux trafic radio, surveillés attentivement par les avions de reconnaissance allemands et des postes d'écoute. À travers les rapports ultra, glanés grâce à la capture d'un décodeur Enigma, les Alliés étaient en mesure de surveiller la réponse des Allemands à leurs propres ruses et d'adapter la désinformation à leurs attentes par l'intermédiaire d'agents allemands infiltrés en Grande-Bretagne. Ceci, combiné avec le secret le plus total entourant le rassemblement d'hommes et de matériel destiné à la véritable force de débarquement, réussit parfaitement, non seulement en masquant le véritable lieu du débarquement, mais aussi en entraînant d'importants retards dans les opérations allemandes bien après le débarquement proprement dit. En tant que commandant suprême, Eisenhower et ses équipes avaient fixé la stratégie, la chronologie, la logistique de l'embarquement et du débarquement et pris en compte les technologies militaires conçues pour affronter les problèmes pratiques du débarquement. Les ingénieurs militaires inventèrent ou adaptèrent des machines et des gadgets pour surmonter certains problèmes spécifiques. Par exemple, des chars destinés à nettoyer les champs de mines, baptisés les crocodiles, des tanks lance-flammes tractant leur propre approvisionnement en essence dans une remorque, des camions prévus pour construire des ponts et tracer des pistes, de faux parachutistes faisant exploser des pétards en atterrissant pour semer la confusion, etc. Et surtout, il y avait les officiers et leurs hommes formés pour combattre sur le continent européen. Ils s'entraînaient sans relâche aux tâches qu'on leur imposait sans même savoir quel serait leur véritable objectif. Ils s'exerçaient à franchir toutes sortes d'obstacles auxquels ils pourraient être exposés. Mais la qualité des hommes rassemblés était disparate. En dehors des troupes d'élite constituées des 82e et 101e divisions aéroportées, les troupes américaines étaient mal préparées et conduites maladroitement pour les missions qui les attendaient. En fait,
C'était pour l'essentiel des civils sous l'uniforme. Le manque de tradition militaire profondément ancrée, comme elle l'est chez les Européens, faisait que les plus brillants et les meilleurs officiers préféraient des affectations spécialisées comme l'aviation, les états-majors ou encore le très recherché service de renseignement et d'action OSS. Les sourires et les gestes d'encouragement de ces hommes montrent toute leur naïveté et leur absence d'expérience du combat. Au sein des unités qui avaient déjà été engagées, comme les 1e et 9e divisions qui revenaient de Sicile, existait un ressentiment parmi les hommes et leurs officiers de devoir recommencer à combattre. Cette attitude n'était pas le seul apanage des Américains. Les commandants des unités britanniques qui avaient combattu en Afrique et étaient appelés à affronter de nouveau la violence des combats du débarquement recevaient les plaintes de leurs cadres. Ceci était tout à fait symptomatique de l'épuisement des réserves humaines britanniques. A l'inverse, de l'autre côté de la Manche se trouvaient des éléments de la plus professionnelle et de la plus habile armée des temps modernes, l'armée allemande. L'organisation en régiment de l'armée britannique et ses traditions de devoir, d'honneur et de camaraderie ne trouvaient pas d'écho dans l'organisation militaire allemande. Les divisions étaient conçues comme des unités combattantes autosuffisantes, emportant leurs propres blindés, leurs propres unités du génie, leurs propres moyens de communication et d'approvisionnement. En tant qu'unité, elles étaient totalement libérées des différences de fonctionnement et des rivalités entre régiments. La structure du commandement allemand au niveau de l'unité améliorait aussi l'efficacité de la division. Les sous-officiers tactiques de leurs unités n'hésitant pas à remplacer leurs officiers lorsque ceux-ci étaient blessés ou tués. Dans l'armée britannique, même les jeunes officiers étaient parfois incapables de poursuivre les opérations après la perte d'un officier supérieur, car ils ignoraient les plans tactiques et les objectifs à atteindre. Cependant, en ce qui concerne la chaîne du commandement de la division, entre suspicion et jalousie, la déférence au Führer, qui assumait personnellement le contrôle de toute la machine de guerre allemande, allait s'avérer catastrophique. L'armée allemande était mieux préparée que celle des Alliés à affronter l'épreuve du débarquement. Leur supériorité en termes d'armement était totale dans pratiquement tous les secteurs. Les chars de combat Tigre et les Panzer des divisions SS étaient sans équivalent du côté des Alliés avec leurs Cromwell et Sherman. Les chars allemands étaient supérieurs en blindage, en puissance de feu, en autonomie et en fiabilité à tout ce que les Alliés avaient à leur opposer. Les armes anti-chars allemandes, en particulier le canon de 88, qui était tout à la fois efficace contre les chars et contre l'infanterie avec les munitions adaptées, ainsi que le Pauserfaust, n'avaient pas d'équivalent même en prenant en compte le bazooka. L'armée allemande était experte dans l'utilisation des mortiers. Cette arme fut responsable de pratiquement 75% des pertes alliées durant cette campagne. Le Nebelwerfer à tubes multiples était le plus craint et le plus efficace. En ce qui concerne les armes légères, il y avait peu de différence, sauf en termes de cadence de tir. La MG42 pouvait tirer 1200 coups à la minute, alors que la Bren ne dépassait pas 500. D'homme à homme et arme pour arme, l'armée allemande était indéniablement supérieure à l'armée alliée, mais deux autres facteurs en réalité étaient bien plus décisifs. En premier lieu était la question du nombre. Même avec un taux de réussite au tir de 5 contre 1, la puissance des forces blindées allemandes allait souffrir d'un taux de perte si lourd qu'il deviendrait insupportable, en particulier à un moment où la machine de guerre et l'industrie allemande étaient soumises à une pression constante. De même, les pertes irremplaçables en main-d'œuvre, armement et approvisionnement allaient rapidement se révéler insupportables pour l'Allemagne sur une longue durée. Le second facteur était les difficultés d'approvisionnement dramatiquement compliquées par l'absence totale d'appui aérien. Depuis le milieu de l'année 1943, la Luftwaffe subissait des pertes en avions et en hommes difficiles à compenser par la production et la formation des équipages. L'entrée en service du chasseur à long rayon d'action Mustang avait amélioré l'efficacité des bombardements diurnes des Alliés à un point tel qu'il est difficile de trancher sur ce qui a été le plus efficace, les bombardements eux-mêmes ou bien les pertes allemandes en plein ciel.
Les erreurs régulières de Göring et de ses subordonnés ont également réduit l'efficacité d'une Luftwaffe devenue méconnaissable. Les pénuries chroniques de carburant et de pièces détachées avaient permis aux Alliés de gagner une supériorité aérienne quasi totale sur le nord-ouest de l'Europe. C'est dans les cieux que la première action de l'opération Overlord va se dérouler. Jusqu'à mai 1944, les forces aériennes alliées s'étaient consacrées aux bombardements stratégiques destinés à détruire les bases industrielles allemandes et démoraliser sa population. De nuit, le Bomber Command, conduit par les Pathfinders, écrasait le cœur industriel de l'Allemagne, la Ruhr et les villes principales dont Berlin, sous des tonnes de bombes explosives ou incendiaires. De jour, la 8e Air Force menait des bombardements de précision tout en subissant d'importantes pertes jusqu'à l'entrée en service du Mustang. Cette stratégie était chère au cœur des commandants des forces aériennes britanniques et américains, l'Air Marshal Harris et le général Spaatz, qui étaient persuadés que l'Allemagne pouvait être bombardée jusqu'à ce qu'elle jette l'éponge sans qu'il soit nécessaire de débarquer, ce qui était une opération risquée. Au cours du printemps 1944, le commandant suprême allié, Tedder, un air marshal de la RAF, dévoila le plan conçu pour isoler les plages de Normandie par des tapis de bombes sur les voies de communication, dont les voies ferrées, les ponts et les routes à proximité immédiate de ces plages. Confrontés à l'opposition de Harris et Spaatz, qui voyaient là une volonté de réduire leurs moyens pour leurs offensives aériennes, ce plan fut cependant validé par Eisenhower, le commandement de la France libre et le général Koenig, dont les compatriotes allaient devoir subir la brutalité de ces bombardements. L'opération fut lancée en mai, en prenant grand soin de frapper toute la côte de la Manche. 2 fois plus de missions furent lancées contre le Pas-de-Calais que contre la Normandie, afin de confirmer le leurre que constituait l'opération Fortitude. Sous la protection de la chasse, l'opération connut un grand succès. Au jour J, le trafic ferroviaire dans la région était pratiquement stoppé et toutes les routes menant vers la Normandie et le nord avaient été fermées. 12 000 civils en avaient payé le prix de leur vie. Les paramètres importants du coefficient de marée et du clair de lune avaient permis de déterminer que les premiers jours possibles pour le débarquement, après la date cible théorique du 1er mai, seraient les 5, 6, 7 ou 8 juin. La chronologie prévue au départ envisageait le chargement du matériel d'attaque entre J-6 et J-4, l'embarquement des troupes à J-2. Les prévisions météo pour le 5 juin étaient peu engageantes, des orages et une mer formée étant annoncés. Au cours de la conférence du 3 juin, Eisenhower donna son veto à la demande de Montgomery pour un débarquement dès le 5 juin. Ce délai est venu s'ajouter à la pression psychologique et physique des hommes qui avaient déjà embarqué. Il n'y avait pas le temps pour les débarquer et répéter le processus, sans oublier la sécurité puisque désormais ces hommes connaissaient leurs objectifs. Au cours de la réunion finale, Eisenhower balaya toutes les objections et les incertitudes de Tedder et de Leith-Mallory à propos du 6 juin, date à laquelle une fenêtre d'un temps raisonnablement favorable venait de s'ouvrir. « Je suis confiant et nous devons donner l'ordre. Je n'aime pas ça, mais nous y sommes. Je ne vois pas comment nous pourrions faire autrement. » Et l'opération Overlord reçut le feu vert. Le débarquement commença peu de temps avant minuit par des bombardements contre les batteries côtières et les positions de défense, suivis par des attaques aéroportées menées par les parachutistes sur les flancs du front prévu.
À l'ouest, les 82e et 101e divisions aéroportées avaient été larguées en soutien et en protection des flancs et des arrières de la plage d'Utah Beach. À l'est, la 6e aéroportée britannique avait pour objectif de sécuriser le flanc gauche des plages Gold, Juno et Sword. Un total de 24 000 soldats des troupes aéroportées anglaises et américaines devaient être à pied d'œuvre par parachutage ou avec des planeurs. Les problèmes logistiques qu'impliquait une telle opération massive apparurent lorsque les largages et les zones de pause furent mal identifiés. La conséquence, en particulier pour les Américains, fut que les troupes se retrouvent éparpillées sur une large zone, réduisant ainsi leur efficacité. Pendant ce temps, la flotte impressionnante transportant les forces de débarquement et leurs équipements avait mis le cap vers le point de rassemblement surnommé Piccadilly Circus, en remontant les chenaux tracés par les démineurs qui faisaient route vers les plages. Sur la côte, au nord de la France, la soirée du 5 juin fut semblable à toutes celles des mois précédents. C'était toujours une bonne planque. Rommel était rentré en Allemagne pour voir sa femme et rencontrer Hitler, convaincu que les Alliés ne lanceraient pas leur opération au milieu d'une tempête qui avait coincé la marine allemande dans ses ports et avait entraîné l'annulation de toutes les reconnaissances aériennes. Mais von Salmuth, commandant la 15e armée dans le Pas-de-Calais et qui avait un agent dans la résistance française, avait intercepté la diffusion du message radiodiffusé par la BBC, le célèbre « sanglot long des violons », avertissant la résistance du déclenchement des opérations dans les 2 jours. La 15e armée fut placée en alerte et von Salmuth avertit son quartier général et les autres unités de ce qui allait se passer. Mais par un oubli stupéfiant, la 7e armée, défendant la côte ouest française, ne fut pas informée. Et pire encore, une grande partie des officiers du 84e corps, l'unité faisant face aux plages normandes, étaient en route pour participer à un exercice tactique à Rennes. En Allemagne, Hitler était allé se coucher après avoir appris que Rome était tombée aux mains des Alliés après une percée couronnée de succès à Anzio et le franchissement de la ligne Gustave. Ce n'est qu'au cours de la conférence de guerre à midi que les Allemands comprirent la portée des événements de ce matin-là. Il fallut encore attendre jusqu'à 14h30 cet après-midi-là pour qu'Hitler finisse par accéder aux requêtes frénétiques de von Rundstedt de lui envoyer les réserves des divisions de Panzer pour lancer la contre-attaque. La nécessité de von Rundstedt d'obtenir l'aval du Führer pour réagir sur le champ de bataille dans ces circonstances se révéla dramatique. À l'aube du 6 juin, de nouveaux raids de bombardiers furent immédiatement suivis par un barrage d'artillerie navale intense. Les défenseurs de Utah Beach, qui avaient survécu au massacre causé par les bombes et les obus, sortirent de leur bunker pour voir, à 6h30, les éléments de la 4e division américaine arriver sur la plage. Par chance, le courant avait poussé vers l'ouest la plupart des barges de débarquement pour les amener vers ce qui était sans doute la zone la moins bien défendue de toute la côte normande. 23 000 hommes débarquèrent à Utah Beach le premier jour pour seulement 197 tués. La plage et l'intérieur des terres furent sécurisés facilement et les véhicules des unités suivantes arrivèrent pour consolider la zone conquise. Mais en arrière des plages, la zone avait été délibérément inondée par les Allemands et l'avancée des troupes aéroportées larguées dans le secteur en fut ralentie. Les bombardements sur Utah avaient été efficaces pour désorganiser les défenses allemandes, mais les bombardements sur Omaha n'avaient pas été vraiment couronnés de succès. À travers les nuages, sans visibilité et ne voulant pas toucher leurs propres forces, les bombardiers lourds Liberator avaient dépassé leur cible et bombardé des zones en arrière des lignes de défense allemandes. Les Allemands avaient disposé leurs postes de défense en profitant des opportunités géographiques en haut des falaises et des collines situées juste en arrière de la plage. Les bunkers étaient pratiquement invulnérables, même en cas d'impact direct. Peu de temps après 6 heures, lorsque le bombardement naval massif mais inefficace prit fin, les barges de débarquement commencèrent à progresser en direction des plages, essuyant un tir croisé extrêmement dense venu des défenses encore pratiquement intactes. Le temps s'était encore dégradé et les vagues devenues fortes chavirèrent au moins une dizaine de barges pendant l'approche. Les roquettes tirées depuis les navires en soutien, ne pouvant atteindre les lignes allemandes hors de portée, tombèrent au milieu des barges de transport de troupes.
Les tentatives de débarquement de l'artillerie avec les DUKW et les chars amphibies s'avérèrent désastreuses. Les troupes du général Gero du 5e corps, lorsqu'elles parvinrent à pied sec sur la plage, se retrouvèrent alors pratiquement sans aucun soutien blindé, car tous les engins avaient été coulés ou étaient en retrait de l'infanterie. Ils devaient attaquer en terrain découvert pour traverser la plage sous des tirs intenses. Les pertes furent importantes. Ceux qui réussirent à traverser s'enterrèrent près des petites dunes qui furent les seuls abris accessibles à Omaha ce jour-là. Très vite, les plages furent jonchées de barges détruites et de matériel dispersé. Le minutage précis pour un déploiement optimal de troupes et d'équipements pendant un débarquement était devenu de l'histoire ancienne. Les hommes et leur matériel s'empilaient sur la plage, n'ayant aucun endroit où se réfugier pour échapper aux tirs intenses de l'adversaire. Les avantages tactiques et technologiques étaient réduits à néant chaque fois qu'une compagnie de spécialistes était décimée par les tirs ennemis ou se noyait devant la plage. Les soldats sans expérience se trouvaient paralysés et cloués sur place, incapables d'agir. Il fallut attendre que le général de brigade Norman Cotta arrive sur la plage vers 7h30 avec son 29e groupe de commandement de division pour qu'il réorganise les troupes rescapées et leur redonne le courage d'avancer. Progressivement, sous ses exhortations et avec l'aide d'unités expérimentées de rangers ou de vétérans de la première division, ils réussirent à percer de petits saillants dans les défenses ennemies. Les sorties de la plage furent sécurisées et l'avancée vers l'intérieur des terres put débuter. Vers 11h, Vierville était entre les mains des Américains et vers 13h30, le général Gero signala à Bradley, son général en chef, « Les troupes qui étaient clouées au sol avancent dans les hauteurs en arrière des plages. » Plus de 2000 hommes avaient perdu la vie sur la plage ce jour-là, et les soldats qui avançaient découvraient que combattre dans un pays de bocage n'allait pas être une partie de plaisir. Vers minuit, le 6 juin, les limites de l'avancée dans le secteur américain étaient loin des lignes fixées. Mais la zone était bien tenue et l'objectif stratégique de l'établissement d'une tête de pont solide était atteint. Le débarquement en secteur britannique à Sword Beach fut un succès. Le plan pour chaque brigade faisait appel à 4 LCT transportant chacun 4 chars DD devant débarquer à l'heure H-5 et suivi par 4 autres LCT à l'heure H transportant les blindés spécialisés. Les crocodiles, les mortiers ainsi que les groupes de sapeurs devaient faire sauter les obstacles. Les blindés dégagèrent un passage dans les champs de mines et engagèrent l'ennemi au canon de 75. À H+7, 8 chalons de débarquement transportant les 2 compagnies d'infanterie suivirent et à H+20, 2 nouvelles compagnies débarquèrent. À H+25, le groupe destiné à assurer le contrôle de la plage arriva et à H+35, les bulldozers et les blindés spécialisés arrivèrent. À H+60, 9 LCT avec des canons automoteurs et à H+90, un escadron de chars suivirent avec 21 DUKW de soutien. Sur la plage Sword, en dépit d'un décalage sur le timing prévu, les pertes subies par les troupes de la première vague furent inférieures aux prévisions. La prise de la forteresse de la Brèche prit 3 heures et les vagues ultérieures subirent des tirs croisés. Vers 9 heures, des éléments parvinrent à Hermanville, à 2 km à l'intérieur des terres, après avoir percé les défenses côtières. Les Canadiens attaquant Juno Beach et la 50e division attaquant Gold, les secteurs britanniques les plus à l'ouest, réussirent à percer mais payèrent un lourd tribut. À Juno, un retard de 10 minutes fit que la marée recouvrit les premiers obstacles allemands sur la plage et 20 des 24 premiers navires de débarquement furent perdus. Le soutien devait être fourni par de vieux chars Centaure qui se montrèrent instables à bord des chalands. Beaucoup chavirèrent et seulement 6 des 40 prévus parvinrent à atteindre la plage. De violents combats dans les villes côtières ne parvinrent cependant pas à stopper les vagues d'assaut canadiennes qui finirent par atteindre leurs objectifs à l'intérieur des terres. Sur Gold,
Des problèmes similaires avec les Centaures handicapèrent la 50e division et les chars d'D arrivèrent trop tard pour apporter leur soutien. Les objectifs fixés aux Américains comme aux Britanniques étaient loin d'être atteints, mais pour le haut commandement, le fait d'avoir pris les plages et de les tenir solidement était tout aussi important. Pour les survivants de l'assaut, le plus urgent était de se reposer et de bénir le ciel d'être encore en vie. Pour les troupes allemandes qui avaient subi les barrages d'artillerie et vu cette armada de navires s'étendre au large, il ne faisait aucun doute que l'invasion avait bel et bien commencé. Ils s'enterrèrent sur place, dans de solides positions défensives, et ils les tinrent avec une détermination exemplaire jusqu'à ce qu'ils soient submergés sous le nombre ou que l'épuisement des munitions ne les force à se rendre ou à battre en retraite. Bien que l'ampleur de l'attaque alliée ait été évidente pour les commandants allemands en première ligne, leurs rapports à von Rundstedt furent accueillis avec scepticisme et une certaine méfiance, ce qui n'arrangea pas leur situation. Hitler, entouré d'une équipe servile, incapable de contredire son évaluation naïve de la situation militaire, était toujours convaincu que cette attaque était une feinte et que l'offensive principale allait se dérouler vers Calais. Il ordonna une contre-attaque immédiate pour anéantir les Alliés, mais sa confiance était infondée. Les troupes au sol de la Wehrmacht faisaient ce qu'elles pouvaient, mais la marine et l'aviation étaient étrangement absentes. La marine de Dönitz fit une petite apparition et coula un destroyer norvégien, mais ses sous-marins furent incapables de s'approcher de la flotte alliée. La Luftwaffe de Göring, en dépit d'un plan élaboré en prévision de l'imminence du débarquement, parvint tout juste à organiser 319 sorties au-dessus de la France le 6 juin, dont seulement 12 furent des attaques de chasseurs bombardiers contre les plages. Chiffre à comparer aux 10 585 sorties des Alliés. Le 8 juin, la Luftwaffe disposait de seulement 5 avions d'attaque et 95 chasseurs à opposer aux forces combinées de la RAF et de l'US Air Force. La suprématie alliée au-dessus de la Normandie était totale, et le rôle de l'aviation fut de continuer à appuyer les combats au sol durant toute la campagne. Les attaques menées par les chasseurs bombardiers comme le Typhoon ou le Mustang firent des ravages. Sur le plan stratégique, ils mirent hors de combat hommes et matériel en quantité impressionnante. Tout mouvement de troupes, de blindés ou de véhicules de soutien logistique de jour était l'occasion de frappes aériennes destructrices. Non seulement le matériel était mis hors de combat, mais les lignes de communication étaient interrompues et les approvisionnements rendus si difficiles que le déploiement des renforts ne pouvait se faire qu'au ralenti. Sur le plan tactique, l'aviation fut extrêmement efficace pour rééquilibrer le rapport de force face à l'armement supérieur des Allemands. Pour détruire les blindés, il n'y avait rien de plus radical qu'un raid aérien bien ciblé par des chasseurs bombardiers, alors que la tactique d'un tapis de bombes s'avérait souvent contre-productive, car engendrant le chaos sur le terrain, ce qui ne facilitait pas la progression des blindés et des troupes alliées. La supériorité aérienne alliée permettait une meilleure efficacité des tirs d'artillerie guidés par des appareils qui évoluaient sans crainte de la chasse ennemie et qui comptèrent notablement dans les pertes ennemies. Le 10 juin, l'incertitude et la confusion au sein du haut commandement allemand à propos du Pas-de-Calais régnaient encore, et la confiance entre Hitler et ses généraux se délitait. La seule contre-attaque majeure eut lieu le 6 juin lorsque la 21e Panzer Division de SS fut stoppée par un terrible barrage d'artillerie navale. Hitler voulait surtout gagner du temps, espérant que ses armes secrètes seraient prêtes à passer à l'offensive. Il avait ordonné que l'attaque des V1 contre la Grande-Bretagne commence le 6 juin, au moment de l'attaque alliée. Mais les perturbations et les coupures des routes et des voies ferrées avaient retardé le déploiement des lanceurs mobiles et des bombes elles-mêmes jusqu'à la nuit du 12 juin. Les Alliés avaient eu vent du développement de ces nouvelles armes de terreur, et le début de cette offensive des V1 rendit impérative une rapide avancée à l'intérieur des terres.
Le 12, lorsque le bourdonnement typique des V1 se fit entendre au-dessus du sud-est de l'Angleterre, l'offensive sur le front est des plages était dans une impasse. Montgomery pensait sincèrement pouvoir s'emparer de Caen dès le jour J, afin que les troupes d'invasion puissent ensuite filer en suivant la Seine. Mais Caen était très bien défendu, et la proximité des renforts allemands le long du flanc est du front du débarquement en faisait le pivot de la résistance allemande. Pendant ce temps, les Américains faisaient débarquer plus d'approvisionnement en utilisant les chalands de débarquement qu'en passant par le port artificiel, et donc s'emparer d'un port était un objectif essentiel. Le 12 juin, sur le front ouest, les armées de débarquement filèrent vers le nord-ouest à travers le Cotentin pour isoler puis s'emparer de Cherbourg. Mais les troupes américaines progressaient difficilement dans le bocage normand, faisant face aux mêmes difficultés que les Britanniques du côté de Caen. Ils devaient de plus éviter les nombreuses zones que les Allemands avaient inondées. Le 17 juin, après de durs combats sur cette presqu'île de 30 km de large, les Américains réussirent à atteindre l'autre rivage et coupèrent Cherbourg et ses défenseurs du reste de la France. Ce n'est que le 17 juin qu'Hitler finit par venir visiter ses généraux en France, à Soissons, d'où il dirigeait la bataille. La résistance de leurs troupes le long du front était tenace. À l'est, les contre-attaques contre Sword autour de l'Orne avaient échoué et aucune avancée vers les troupes canadiennes n'était possible. Ils avaient été incapables de lancer ne serait-ce qu'une contre-attaque de blindés contre le front américain. Ils étaient parvenus à stopper les Britanniques devant Caen, mais cette défense leur faisait perdre l'initiative des combats puisque leurs blindés étaient utilisés de façon défensive. Au centre, les Allemands avaient remporté une victoire spectaculaire lorsque la 7e division blindée britannique, le 12 juin, était passée à proximité d'une position tenue par une seule compagnie de 4 chars Tigre qui détruisirent 53 chars et véhicules blindés en moins de 5 minutes. Elle était commandée par Michael Wittmann, héros du Troisième Reich. Cette seule action bloqua le front dans la zone de Villers-Bocage jusqu'au début août, mais ce ne fut là qu'un événement isolé. Pour les soldats professionnels qui entouraient Hitler, la situation était claire. Face à des problèmes stratégiques de plus en plus lourds du fait de la supériorité aérienne américaine, la défaillance de la logistique, l'immobilisme et le mauvais emploi des blindés, la retraite et le regroupement, afin de préparer une bataille à leur initiative, étaient de loin préférables à l'accumulation d'hommes et de matériel pour une défense statique et des pertes que l'on pouvait prédire très importantes. Mais le rejet hystérique d'Hitler de toute idée de retraite et sa conviction, toujours soutenue par les courtisans de son entourage, qu'une autre attaque allait se produire du côté de Calais, empêchaient tout changement de tactique. Une fois de plus, ce fut aux soldats allemands d'affronter ces batailles perdues d'avance face à des troupes ennemies de plus en plus nombreuses et bien armées. La situation des Alliés n'était pourtant pas exempte de problèmes. Le succès partiel obtenu en coupant le Cotentin en deux était contrebalancé par l'incapacité d'avancer sur le front est autour de Caen. La supériorité tactique et la logistique étant assurées par la supériorité aérienne, le 18 juin,
Montgomery réaffirma que Caen et Cherbourg étaient les objectifs prioritaires des forces de débarquement. L'avance américaine vers Cherbourg commença le 19 juin et progressa rapidement en dépit d'une résistance assez forte sur le flanc droit, jusqu'au contact des défenses de Cherbourg le 21. Soumise à un intense bombardement naval, la garnison résista jusqu'au 26, certaines poches réussissant à tenir jusqu'au 30. 45 000 soldats furent capturés au cours des 4 derniers jours de l'offensive qui coûta au 7e corps américain 1800 tués et 1500 blessés. Le port, totalement détruit, fut quasiment inutilisable jusqu'en septembre, mais il s'agissait de la plus importante conquête territoriale depuis le jour J. À l'est, la situation avait peu évolué. Une tempête dans la Manche de 4 jours, du 19 au 23 juin, avait détruit le port artificiel et coûté aux Alliés 140 000 tonnes d'approvisionnement, ce qui eut pour conséquence de retarder l'opération destinée à reprendre Caen. L'opération Epsom commença cependant aux premières lueurs du 26 juin. 60 000 hommes et 500 chars, soutenus par 700 pièces d'artillerie terrestre ou navale, furent impliqués dans cette nouvelle offensive. Dans les premières heures, le 8e corps avança le long d'un front de 5 km de large, mais depuis les villages environnants, la résistance allemande s'était organisée. Les Britanniques, ne parvenant pas à adapter leur méthode de progression aux impératifs du bocage, conservèrent leur formation classique et furent systématiquement coupés de leur soutien par les troupes allemandes qui s'infiltraient en petits groupes pour attaquer leurs flancs par surprise. Pendant 3 jours, ce fut une avancée sanglante au cœur de la campagne française. De façon fortuite, les stratèges allemands avaient rassemblé la plus efficace de leurs troupes de Panzer pour une contre-attaque puissante dans la zone de l'attaque Epsom. Mais attaquer au cœur du bocage était aussi difficile pour les Allemands que pour les troupes alliées. En conséquence, la contre-attaque de la 9e Panzer Division SS fut anéantie par les barrages d'artillerie et les combats se figèrent en guerre de position. Face à l'augmentation des pertes et à la résistance ennemie, soutenue par d'autres divisions de Panzer SS, l'attaque britannique finit par échouer et les avancées furent réduites à néant. Une fois de plus, les Alliés échouaient devant Caen. Aucun belligérant ne parvenait à prendre nettement le dessus, mais les pertes subies par les troupes allemandes affaiblissaient des ressources humaines et matérielles déjà bien entamées. Fin juin, les positions restaient bloquées. Les difficultés stratégiques des troupes allemandes étaient contrebalancées par les difficultés tactiques des troupes alliées fraîchement débarquées et aucun adversaire ne parvenait à prendre le dessus de façon décisive. Début juillet, Hitler, furieux que ses ordres d'anéantir les envahisseurs n'aient pas été suivis d'effet, démit Rundstedt de ses fonctions pour avoir osé suggérer un retrait suivi d'un regroupement. Dans sa folie, il insista pour que chaque parcelle du sol français soit défendue. Von Kluge fut nommé commandant en chef et mit toute son énergie au service de la défense du front sur le sol français. C'est aussi début juillet que Montgomery redéfinit le rôle respectif des troupes américaines et britanniques. La responsabilité des attaques et de la conquête de territoire passait sous la responsabilité des Américains, tandis que les Britanniques devaient continuer à tenir fermement leur position. Ainsi, les troupes allemandes allaient être progressivement drainées vers Caen, mais les pertes qu'elles subiraient affaibliraient d'autant l'opposition rencontrée par les Américains dans leur progression. Le 3 juillet, le 7e corps commença une nouvelle offensive en direction du sud, à partir du Cotentin, en tirant parti de la pluie, du brouillard et des nuages bas. Pendant les premiers jours, ils furent confrontés aux difficultés habituelles, un terrain difficile et une opposition redoutable. Après 12 jours de combat, le 7e corps avait avancé de 10 km, mais avait perdu 10 000 hommes. Le 7 juillet, un violent bombardement fut lancé contre les défenses de Caen. Imaginé pour préparer le terrain pour une percée au sol, il était tactiquement inutile de bombarder la ville elle-même plutôt que ses défenses. Si bien que lorsque les troupes alliées commencèrent à avancer, la résistance de la 12e division de Panzer n'avait pas été affaiblie. Les ruines des quartiers ouest de Caen furent finalement occupées par les troupes britanniques et canadiennes le 9 juillet,
mais les hauteurs au sud étaient toujours tenues par l'ennemi. L'opération Goodwood, qui avait pour but de prendre les hauteurs de Caen et de permettre la percée vers la campagne ouverte au sud, fut lancée le 18 juillet. Après les habituels raids massifs de bombardement, l'opération débuta très fort, mais rapidement les troupes furent confrontées à une défense acharnée grâce aux canons de 88 et aux chars. L'offensive stoppa net. Après 3 jours de durs combats, les Britanniques avaient perdu 400 chars et 5500 hommes. Les chars pouvaient être facilement remplacés, pas les hommes. L'échec de cette opération confirma les prédictions de Montgomery et aggrava les relations déjà tendues entre les Anglais et les Américains. La percée décisive des troupes américaines se poursuivit à très grande vitesse. Le 25 juillet, les 7e, 8e et 9e corps US lancèrent l'opération Cobra au sud vers Avranches, au pied du Cotentin et en direction de la Bretagne. Face aux survivants d'unités de Panzer et à quelques groupes de combat largement entamés, ils furent contenus pendant la première journée, mais ensuite ils filèrent vers le sud sans rencontrer de vraie résistance pour atteindre Avranches le 30 juillet. Une partie de ce succès fut liée à des modifications de matériel improvisées sur le terrain. Leurs blindés étaient équipés de pointes de métal qui leur permettaient de percer les haies du bocage et ainsi d'avancer sans avoir à suivre les routes étroites idéales pour les embuscades. C'est à Avranches que la 3e armée de Patton entra en action et commença à charger vers l'ouest à la poursuite des unités allemandes qui allaient chercher refuge dans les positions fortifiées de Lorient, Saint-Nazaire et Brest. La 7e armée allemande, en lambeaux, continuait ponctuellement à opposer une certaine résistance. Dans les premiers jours d'août, les troupes américaines avancèrent vers le sud à travers les lignes de défense allemandes submergées, atteignant Rennes le 3, Nantes le 10 et Angers le 11. En Allemagne, les illusions d'Hitler, entretenues par son entourage, mais qui venaient de survivre miraculeusement à un attentat organisé par certains de ses officiers désenchantés, tombaient les unes après les autres. Il était certain, désormais, que son armée basée en France allait être défaite et détruite. Il se décida pourtant à lancer ses divisions blindées depuis leur position en retrait dans le Pas-de-Calais, mais, contre l'avis de ses généraux, ordonna que la majorité d'entre eux soit utilisée dans une contre-attaque blindée vers Mortain afin de couper les lignes américaines à Avranches. Le 7 août, pratiquement toutes les unités de blindés survivantes sur le territoire français furent rassemblées pour intervenir dans la bataille de Mortain. Prévenus par les renseignements grâce aux décodeurs ultra, les Américains répondirent avec la même détermination dans leur stratégie défensive que les Allemands dans leur stratégie offensive. Le bocage était désormais un facteur en leur faveur et les attaques au sol menées par les chasseurs bombardiers semèrent le chaos parmi les panzers. Le 12 août, l'attaque allemande avait été brisée et battait en retraite. Pratiquement toutes les forces blindées à l'ouest avaient été détruites. Les troupes américaines poursuivirent les survivants, les poussant à s'entasser dans une poche de résistance entre Falaise et Argentan que la 15e armée commença à encercler depuis le Mans le 13 août. C'est à Argentan que Montgomery espérait que les Britanniques et les forces américaines se rencontrent pour piéger l'armée allemande. Les progrès au sud de Caen vers Falaise étaient désespérément lents. L'opération canadienne Totalise fut stoppée le 9 août par les fanatiques de la 12e Panzer Division SS, pourtant laissés sans soutien. L'opération Tractable fut une autre tentative, mais avec un mouvement par l'est afin de piéger l'armée allemande désormais en retraite. Mais réalisant ce danger, la résistance des troupes allemandes sur les flancs de la poche se durcit encore plus. Ce n'est que le 20 août que la poche fut fermée. Mais 40 000 des plus fanatiques éléments de l'armée allemande purent s'échapper et se regrouper afin de poursuivre le combat depuis l'Allemagne. La poche d'Argenton-Falaise était en train de tomber lorsque les Alliés débarquèrent dans le sud de la France le 15 août et commencèrent à remonter vers le nord. Kluge, le remplaçant de Rundstedt, se suicida sur le chemin du retour vers l'Allemagne après avoir été impliqué dans l'attentat du mois de juillet contre Hitler. Model reçut le commandement, mais ne pouvait rien faire d'autre que de superviser la retraite. Harcelées en permanence par les attaques des chasseurs bombardiers alliés, les troupes allemandes reculaient le long de la Seine en direction de l'Allemagne.
Le 16 août, le 15e corps US était à Dreux, à 70 km de Paris. Le 20, ils avaient franchi la Seine et établi une tête de pont juste au sud de l'ancien quartier général allemand de La Roche-Guyon. Entre le 20 et le 24 août, 300 000 hommes et 25 000 véhicules allemands rescapés de la bataille de Normandie franchirent la Seine pour filer presque aussitôt en Allemagne afin de reconstituer leurs forces. Mais lors de la campagne de Normandie, ils avaient perdu une quantité phénoménale d'hommes. 240 000 blessés ou tués, 210 000 prisonniers. 1500 chars, 3500 canons et 20 000 véhicules avaient été détruits. 40 divisions avaient été anéanties au prix de 37 000 soldats alliés tués et 173 000 blessés, dont un tiers d'Américains. Les armées alliées filaient maintenant vers l'est de la France. Elles laissaient derrière elles des fermiers normands effondrés de constater que leurs maisons et leurs fermes avaient été transformées en champs de bataille. Mais dans les villes et les villages, les vainqueurs étaient reçus en héros. Depuis le 6 juin, des milliers de partisans de la résistance française avaient pris les armes, affrontant lors de sanglantes batailles les garnisons allemandes. Ils attaquaient aussi les routes et les voies ferrées, montant des embuscades contre les convois. Ces actions n'auraient pu être qu'un motif d'irritation pour Hitler, mais sa rage envers ce genre d'action troubla son jugement et il engagea certaines de ses meilleures troupes dans l'espoir d'écraser ses résistants. Ainsi, la 2e division de Panzer, Das Reich, anéantit le village d'Ouradour-sur-Glane, mais cet acte odieux n'empêcha pas la résistance de poursuivre ses actions. Le général de Gaulle, chef de la France libre, ordonna qu'il n'y ait pas de combat dans Paris, en partie pour préserver la ville intacte et surtout pour éviter que les communistes ne prennent le contrôle de la ville. Pourtant, les combats au cœur de la ville débutèrent dès le 21 août et le 22 août, Hitler, convaincu que la chute de Paris signifiait la chute de la France, donna l'ordre de ne pas laisser tomber la ville entre les mains de l'ennemi, sauf à la livrer en ruine. Le chef de la garnison parisienne, le général von Choltitz, refusa la destruction de Paris, sans doute pour éviter que la ville ne tombe dans l'anarchie entre les mains de la résistance. Il informa l'ambassadeur de Suède que Paris allait se rendre à l'issue des combats. Eisenhower, bien que réticent à freiner son élan vers l'Allemagne pour une opération certes spectaculaire, mais sans aucun intérêt tactique, céda aux arguments du général de Gaulle. De Gaulle insista naturellement pour que ce soit une division de la France libre qui soit chargée de libérer Paris. Sous les ordres du général Leclerc, elle prit la route. Il lui fallut 2 jours pour parcourir les 150 km et atteindre les faubourgs de la capitale où les combattants ne rencontrèrent qu'une opposition sporadique de tirs anti-chars. Une colonne de reconnaissance atteignit l'hôtel de ville à 21h30 le 24 août et aux premières heures, le lendemain, les blindés de Leclerc, en force, foncèrent vers le cœur de Paris au milieu d'une foule en liesse, malgré quelques escarmouches. Von Choltitz se rendit l'après-midi même, comme il s'y était engagé. Le défilé de la libération se déroula 4 jours plus tard, en présence d'Eisenhower en personne, et vit la 28e division américaine descendre les Champs-Élysées devant De Gaulle, Leclerc, Bradley et Giraud. La 2e division blindée resta quelques jours à Paris. La 28e division reprit sa place dans les lignes alliées qui poursuivaient la libération de la France. Après 4 ans d'occupation par les troupes d'Hitler, Paris était enfin libre.